Salut! Lorsque Einstein publie la relativité restreinte en 1905, personne ne répond à son article, personne ne réagit. Einstein est inquiet car il s'attend à des réactions fortes. Jusqu'à ce que Max Planck lui réponde, félicitant Einstein car la relativité est un magnifique exemple de démonstration de l'absolu. Mais comment direz-vous? La relativité ne nous dit-elle pas que selon le point de vue, tout est relatif? Que le temps est relatif et que le espace est relatif? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux géants de la science, Planck et Einstein, qui ont commencé leurs recherches aux opposés, aux antipodes de la relativité et de l'absolu, et qui se sont aperçus par la suite qu'ils cherchaient en fait la même chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Baroni, je suis physicien, amoureux de la science et de la nature, et ma mission est de diffuser la science de manière captivante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Toutes nos mesures sont relatives. Si je mesure la longueur de mon bras à l'aide d'un mètre ruban, par exemple, je compare mon bras à la distance standard d'un mètre ou d'un centimètre. Je me demande combien de fois l'un correspond à l'autre. En d'autres termes, je mesure le bras par rapport au centimètre, relativement 1 centimètre. Il en va de même pour le temps. Combien de temps dure cette vidéo? Je la compare à la durée d'une seconde ou d'une minute. Je mesure la durée de la vidéo par rapport à la durée d'une minute, relativement à la durée d'une minute. Max Planck, qui vivait au début du siècle, n'aime pas cela. Il est attiré par le concept d'absolu. Depuis son plus jeune âge, il est à la recherche de l'absolu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Voici ce qu'il écrit dans son autobiographie. Toutes nos mesures sont relatives. Notre tâche est de trouver dans toutes ces mesures l'absolu, l'universel, l'invariant qui s'y cache. Voici deux mots-clés, universel et invariant, qui sont très importants en physique. Si quelque chose est toujours valable, il est valable dans tout l'univers, à tout moment, en tout lieu, il est donc universel. Si une chose ne change jamais, elle ne varie pas, elle est donc invariante. Imaginez quelque chose qui ne change jamais, qui ne dépend pas du tout de la façon dont nous observons le monde, qui ne dépend pas des êtres humains ou d'autres êtres intelligents dans l'univers, qui ne dépend pas du matériau que nous choisissons pour construire un instrument, etc. Bref, imaginez quelque chose qui soit toujours valable. C'est l'absolu de Planck. Voyons d'abord un exemple d'absolu qui a fasciné Planck à la fin du XIXe siècle et l'a conduit à la découverte la plus importante de sa vie, la découverte de la première loi de la mécanique quantique. Ensuite, nous dévoilerons l'absolu qui se cache dans la relativité d'Einstein. Dans la première moitié du XIXe siècle, on savait déjà que tous les corps émettent un rayonnement et qu'à température ambiante, ce rayonnement est un rayonnement infrarouge. En ce moment, les livres près de moi émettent un rayonnement infrarouge. Je suis moi-même en train d'émettre un rayonnement infrarouge. C'est ce rayonnement qu'un pistolet infrarouge détecte pour mesurer la température d'un objet. 21 degrés. Par exemple, j'en utilise un chaque fois que je prépare une pizza à la maison. C'est le rayonnement infrarouge utilisé par les visionneuses infrarouges militaires pour voir même dans les nuits les plus sombres. C'est le rayonnement détecté par les caméras thermiques. En 1860, Gustav Kirchhoff a appelé ce rayonnement du corps noir. Un homme bizarre qui n'a pas d'importance pour la discussion d'aujourd'hui. Kirchhoff a découvert que ce rayonnement ne dépend pas du matériau, mais seulement de la température. Par exemple, si ma peau, un livre posé sur la table et un verre d'eau ont tous la même température, Kirchhoff a découvert que nous émettons tous exactement le même rayonnement infrarouge. Pour être plus précis, nous émettons de la lumière, un rayonnement lumineux, à différentes fréquences, et à chaque fréquence, moi, le livre, l'eau, émettons de la lumière avec la même intensité. Cette lumière émise par le corps, en somme, ne dépend pas de la matière, coton, métal, peau, eau, mercure. Elle ne dépend que de la température du corps. Il a fallu 40 ans pour comprendre comment cela était possible, jusqu'à ce que Planck lui-même lève le voile sur ce mystère en 1900. Mais pourquoi Planck s'est-il intéressé à ce problème?
Nous parlons souvent de ce que les scientifiques ont fait, comment ils l'ont fait, mais il est très instructif de se demander aussi pourquoi ils ont décidé de consacrer leur temps à ce problème particulier. Planck se rend compte que si les rayonnements émis par les corps ne dépendent pas des atomes ou des molécules qui les composent, alors il existe une loi universelle derrière le rayonnement émis par les corps, l'une des lois de l'absolu. Voici ce que dit Planck dans un de ses écrits évoquant les années de sa jeunesse. La recherche des lois qui s'appliquent à cet absolu m'a semblé être le but scientifique le plus élevé de la vie. Il affirme même que la découverte de l'existence de cet absolu a été à l'origine de sa décision de se consacrer à la science dans sa jeunesse. Ainsi, en 1892, Planck devient officiellement professeur de physique théorique à Berlin, succédant à Kirchhoff, et consacre une partie de son temps à l'étude de ce rayonnement. Beaucoup tentent de comprendre pourquoi il s'agit d'un phénomène universel, sans succès, jusqu'à ce qu'en 1900, Planck lève le voile sur ce mystère. Il découvre alors que l'énergie de la lumière émise et absorbée par le corps n'est pas échangée de manière continue, mais de manière quantifiée. En d'autres termes, l'énergie du rayonnement se présente sous la forme de paquets indivisibles que nous appelons aujourd'hui photons. Peut-être qu'aujourd'hui, avec toute l'exposition que nous avons à la science et au monde quantique, il nous semble naturel que l'énergie puisse être quantifiée. Mais en 1900, tout le monde trouvait cela absurde. Même pour Planck, qui qualifie cette quantification d'acte de désespoir. Dans le cas du rayonnement du corps noir, l'absolu réside non seulement dans le fait qu'il est le même pour tous les matériaux, mais aussi dans la découverte de Planck, selon laquelle l'énergie des photons est égale à une constante pour la fréquence des photons. Cette constante, appelée constante de Planck, est une constante universelle. Ainsi, l'énergie d'un photon est égale à h fois nu, la constante de Planck fois la fréquence du photon. Pour autant que nous le sachions, cette constante est toujours la même pour tous les photons, quelle que soit leur fréquence, en tout lieu de l'univers et à tout moment. La constante de Planck, h, est le cœur absolu de la mécanique quantique. Nous en venons à la relativité d'Einstein pour découvrir l'absolu qui se trouve à l'intérieur de la relativité. Cela ressemble presque à un jeu de mots, mais il s'agit en fait de science. Où Planck voit-il l'absolu dans la relativité? Einstein nous enseigne que si quelqu'un se déplace par rapport à nous, de notre point de vue, son temps s'écoule plus lentement que le nôtre, relativement parlant. Par exemple, si un vaisseau spatial se déplace à 500 millions de kilomètres par heure par rapport à nous, alors que pour notre horloge, une minute s'est écoulée. De notre point de vue, 52 secondes se sont écoulées sur le vaisseau spatial. Cet effet se manifeste pour des vitesses très élevées, comparables à celles de la lumière, qui se déplace à 1,79 milliard de kilomètres par heure. Einstein nous apprend également que si quelqu'un se trouve dans un champ gravitationnel d'une intensité différente de la nôtre, le temps de l'autre observateur s'écoule plus lentement que le nôtre par rapport au nôtre. C'est pourquoi les horloges de satellites et GPS sont spécialement ralenties, afin de contrebalancer la relativité du temps. Il semble donc que peu de choses soient absolues. Le même argument peut être avancé pour la longueur. Mais Planck comprend l'importance de la relativité dès qu'il voit l'article d'Einstein et qu'il y a 3 absolus dans la relativité. Planck comprend si bien la relativité d'Einstein que c'est lui, Planck, qui donne le nom de théorie de la relativité. Examinons ces 3 absolus. Tout d'abord, la relativité fait de la vitesse de la lumière non seulement une constante universelle, mais aussi une limite universelle infranchissable. En d'autres termes, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Aujourd'hui, après plus de 100 ans d'expérience, dans des environnements très différents, en présence ou en l'absence de gravité, sur Terre, dans l'espace, et ainsi de suite, nous n'avons jamais observé de violation de cette limite de vitesse. Il s'agit d'un concept universel, un absolu qui découle de la théorie de la relativité. C'est presque un paradoxe. Mais pourquoi? Pourquoi trouve-t-on un absolu dans la relativité? Parce qu'Einstein, en 1905, part de 2 piliers de la physique qui ont une saveur d'absolu. Le principe de relativité,
Si je change le point d'observation de l'univers, les lois de la physique resteront les mêmes. Elles ne changent pas, elles sont absolues. Et le principe de constance de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est toujours la même, quelle que soit la personne qui la mesure, même si la source de lumière se déplace par rapport à l'observateur. Et Einstein en déduit logiquement la théorie de la relativité restreinte et constate ainsi que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Il est vrai que des observateurs différents verront leur temps s'écouler différemment les uns par rapport aux autres. Et il est vrai qu'il en va de même lorsqu'ils mesurent des distances ou des longueurs qui s'allongent ou se raccourcissent en fonction de la personne qu'ils mesurent l'un par rapport à l'autre. Mais il est également vrai que tous ces observateurs, où qu'ils soient, comment ils mesurent, s'ils se déplacent par rapport à la source de lumière ou dans n'importe quelle situation, mesureront tous la même vitesse de la lumière et constateront tous expérimentalement qu'elle ne peut être dépassée. Voici donc l'un des trois absolus de la relativité. Les deux autres absolus, ou invariants, de la relativité sont la métrique de l'espace-temps et la masse des objets. En d'autres termes, tous les observateurs qui se déplacent les uns par rapport aux autres ou qu'ils se trouvent dans des champs gravitationnels différents mesureront les mêmes propriétés géométriques de l'espace-temps. Tout comme un objet en 3D qui, s'il est tourné par rapport à nous, aura toujours la même longueur. Si je fais tourner ce stylo, il ne devient pas plus long ou plus court selon son orientation. Il en va de même en 4D, en 4 dimensions, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Changer d'observateur équivaut mathématiquement, comme l'a découvert Einstein, à une rotation en 4D. Ainsi, le second des invariants des absolus de la relativité est la distance en 4D. Techniquement, il s'agit de la métrique de l'espace-temps. Le troisième absolu est la masse, avons-nous dit. Si différents observateurs étudient le même corps, qui peut être immobile par rapport à certains, en mouvement par rapport à d'autres, ou en rotation, etc., sa masse sera la même pour tous les observateurs. N'est-il pas incroyable et en même temps fascinant que l'absolu et le relatif coexistent si harmonieusement dans la nature? Si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps qui est intimement lié à la gravité, et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprendre le temps et l'espace ». Le voici. Vous le trouverez exclusivement sur Amazon. C'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à dimanche avec une nouvelle vidéo.